Bienvenue dans notre exploration du monde assez secret des arbres. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près aux idées de Pieter Wolleben, grâce à un résumé de son livre La vie secrète des arbres. Oui, un livre qui a pas mal bousculé notre vision des forêts, c'est vrai. C'est ça. L'idée, c'est d'aller voir un peu derrière l'image de l'arbre tout seul et découvrir comment il fonctionne en communauté, comment il communique. Tout à fait. Wolleben donne un exemple frappant dès le début, celui d'une vieille, très vieille souche de hêtre. Ah oui? Oui, une souche qu'on aurait cru morte depuis longtemps, mais qui était en fait maintenue en vie, nourrie depuis des centaines d'années par les arbres voisins. Comment ça? Via leurs racines, un réseau souterrain qui partage les nutriments. Ça montre bien cette connexion cachée, juste sous nos pieds. C'est incroyable. Mais alors, comment ils communiquent ces arbres? Ils n'ont pas de voix. Non, bien sûr. Leur langage, il est plutôt chimique, ou même électrique parfois. Chimiques. L'exemple connu, ce sont les acacias en Afrique. Quand une girafe commence à les brouter, Ouais. hop, ils libèrent un gaz, l'éthylène, D'accord. et les acacias autour captent ce message d'alerte et très vite, ils rendent leurs propres feuilles immangeables en produisant des tanins. Une sorte de défense collective, quoi. Exactement. C'est coordonné. Et ça passe aussi par ce fameux Wood Wide Web dont on entend parfois parler, ce réseau souterrain. Précisément. C'est un réseau hyper dense sous terre. Les racines s'en mêlent, mais surtout, il y a ces champignons microscopiques, les mycorhizes. Ah oui, les champignons. Voilà, ils vivent en symbiose avec les racines et forment des filaments qui connectent les arbres entre eux. Ça permet de partager de l'eau, des sucres. Même entre espèces différentes? Oui, parfois oui. Et ça pourrait aussi servir à transmettre des signaux d'alerte genre attention, invasion de pucerons ». Donc on est loin de l'image de la jungle où chacun lutte pour sa survie. Enfin, pour la lumière surtout. Il y a de la compétition, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'entraide. Cette économie souterraine, elle est hyper complexe. Wolleben parle même d'amitié. Des amitiés entre arbres? Oui, c'est une jolie image, mais basée sur l'observation. Deux arbres voisins, par exemple, peuvent faire en sorte que leurs branches ne se gênent pas trop. Ah bon? Comment? Ils évitent de se faire de l'ombre l'un à l'autre. Au lieu de se battre pour la lumière juste au-dessus, ils optimisent l'accès sur les côtés. Un partage, en quelque sorte. Fascinant. Et au-delà de ça, il y a leur stratégie pour vivre longtemps. La croissance lente, par exemple. Absolument. Wolleben insiste beaucoup là-dessus. Doucement, mais sûrement, c'est un peu leur devise, pour la longévité. Pourquoi? C'est contre-intuitif. On pourrait penser que grandir vite, Oui, mais une croissance rapide donne un bois moins dense, plus fragile. En grandissant lentement, souvent à l'ombre des plus grands au début, d'accord. il développe un bois très compact, beaucoup plus résistant aux tempêtes, aux insectes, aux maladies. C'est un investissement pour l'avenir, cette lenteur. Et il parle aussi des arbres-mères, c'est ça? Qui veillent sur les jeunes. Tout à fait. Ces grands arbres matures, ils font plus que juste filtrer la lumière pour les petits. Oui, Via le réseau de champignons dont on parlait, oui, ils peuvent activement leur envoyer des sucres, des nutriments, un peu comme un soutien parental, on pourrait dire. pour les aider à démarrer. C'est une image très forte, ça aussi. Ça change la perspective sur la compétition en forêt. Carrément. Et il suggère même qu'ils peuvent apprendre, Apprendre? Comment ça? disons s'adapter à partir de leurs expériences. Un arbre qui prend souvent le vent va renforcer son tronc de ce côté-là. Un autre qui a connu une sécheresse va peut-être gérer son eau différemment ensuite. D'accord. Bon, après, les mots « apprendre »,« mémoire » pour des plantes, ça fait débat chez les scientifiques sur les mécanismes exacts. Mais l'adaptation, elle, est bien réelle. Ce qui nous amène à cette question un peu provocatrice de l'intelligence des arbres. Wolleben compare parfois les racines à un cerveau. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Oui, c'est l'analogie qui a fait couler le plus d'encre, c'est sûr. C'est une image forte pour dire que les bouts des racines, les apex, sont des centres d'analyse hyper sophistiqués. Ils analysent quoi? Le sol, l'humidité, les nutriments, les obstacles. Ils détectent peut-être même les racines des autres arbres, pour savoir si ce sont les leurs ou celles d'un voisin. Ah ouais, quand même. Mais voilà, utiliser le mot cerveau ou parler d'intention, c'est là où ça devient plus une interprétation. Beaucoup de biologistes préfèrent décrire ça comme des processus biochimiques très complexes, des réactions adaptatives, sans forcément y mettre une conscience comme la nôtre. D'accord. C'est une nuance importante, mais qu'on parle d'intelligence ou de processus ultra complexes, leur rôle dans l'écosystème, lui, il est juste énorme. Ah, ça, c'est absolument indéniable. Les forêts sont des acteurs clés pour le climat. Elles absorbent des quantités massives de CO2, bien sûr.
les fameux puits de carbone. Exactement. Mais elles régulent aussi la température localement. Elles agissent comme des pompes à eau géantes qui influencent la pluie. Et puis, ce sont des réservoirs de biodiversité incroyables. Chaque arbre est un monde en soi, même le bois mort, hein. Alors si on devait retenir l'essentiel de tout ça, qu'est-ce qui ressort le plus? Je dirais que la forêt, c'est vraiment beaucoup plus qu'une simple collection d'arbres plantés là. C'est une communauté vivante, interconnectée, Oui, qui fonctionne sur des échelles de temps très longues, avec des échanges, de la coopération, de la compétition aussi, mais surtout une sorte d'organisation collective, un super organisme presque. et comprendre ça, ça change complètement le regard qu'on porte sur une simple promenade en forêt, j'imagine. Ah oui, chaque arbre devient un individu potentiel dans un réseau immense et invisible. Ça pose aussi de sacrées questions sur notre façon de gérer les forêts, sur la sylviculture. C'est sûr. Et d'ailleurs, pour finir sur une note un peu mystérieuse, Wooleben rappelle un truc qui fascine toujours les scientifiques. Comment l'eau fait-elle pour monter tout en haut des grands arbres, parfois sur des dizaines de mètres? Ah oui, c'est vrai ça. Les explications classiques comme la capillarité, l'osmose, ça n'explique pas tout. Surtout pour les très hauts arbres. Ça reste un peu un mystère. Ça nous rappelle qu'on a encore beaucoup à apprendre des arbres. Une belle leçon d'humilité face à la nature. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.